Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être ici, là, pendant cette journée d'études. Je remercie vivement les comités scientifiques d'attirer l'attention de mon intervention. Et je voudrais aussi remercier Madame Maria Brodska-Bestre, qui petite fille de l'artiste Maria Waszkiewicz, qui m'a donné l'accès aux archives familiales et quelques photos. Vous avez la chance de voir la première fois. Alors, commence. Aujourd'hui, Maria Waszkiewicz, primo voto Brodska, est reconnue comme une figure majeure dans l'histoire de l'art textile polonais et comme l'une des pionnières de l'école polonaise de la tapisserie. En 1950, elle a fondé l'atelier L'Expérimental de tissage artistique, qui est devenu un centre de recherche d'avant-garde. Elle a joué un rôle déterminant dans la structurisation de la vie artistique dans la Pologne de l'après-guerre, en stimulant et en façonnant l'engagement de nouvelles générations de femmes dans le travail de la matière textile. Sa création s'enracine dans la tradition familiale des héritages féminins ainsi que de sa formation en sculpture. Elle a fusionné deux domaines artistiques, la sculpture et le tissage, en une pratique cohérente et novatrice. Son attitude et son travail étaient déterminants pour le développement de nombreuses artistes polonaises qui, dans leurs propres recherches, ont adopté les textiles comme les matériaux principaux. C'est également dans son atelier qui était conçu de nombreuses formes réalisées par Magdalena Abakanowicz. Aujourd'hui marque le 134e anniversaire de la naissance de Maria Waszkiewicz. L'artiste est une figure bien connue de chercheurs spécialisés dans l'art polonais d'après-guerre en raison de sa contribution à la renommée internationale des textiles, de l'art textile polonais. Cette année, sa personne et son œuvre ont été remises en lumière à l'occasion de l'exposition présentée à Varsovie au Musée de la Sculpture, département du Musée national de Varsovie, intitulée Direction les artistes polonaises de l'atelier de Bourdelle, dont j'étais le commissaire. Acte 1. Héritage, le tissage comme devoir féminin. Le médium de la tapisserie artistique en Pologne comme ailleurs a longtemps été associé à héritage culturel et créatif des femmes. L'art textile était durant des siècles perçu comme une activité proprement féminin. Les travaux dits d'aiguille s'inscrivaient même dans le cadre des tâches quotidiennes considérées comme obligatoires pour les femmes de bonne naissance. Le slogan « Voulons qu'une femme ait toujours les mains occupées » a constitué pendant longtemps un marqueur de diligence, autrement dit, de non-paresse et débrouillardise. En observant la photographie conservée dans les archives familiales de l'artiste, on remarque que souvent les femmes assises tiennent dans leurs mains les aiguilles et de la laine. Elles semblent être interrompues un instant dans leur travail pour poser devant l'appareil. Pendant de nombreuses années, la tapisserie était perçue comme un domaine insuffisant artistique, davantage utilitaire. L'une des critiques d'art polonaises, Danuta Wróblewska, écrivait explicitement à propos de l'imagination féminine des créatrices qu'elles cherchent le chemin, je cite, vers une nouvelle réalité plastique en recourant le plus souvent à des éléments déjà apprivoisés. Nous savons que la mère de Maria Waszkiewicz, Helena, nourrissait un goût prononcé pour divers travaux d'aiguille, couture, tissage, broderie, crochet
et qu'elle a transmis l'ensemble des savoir-faire à sa fille. L'artiste portait fréquemment des robes brodées et confection elle-même des tenues originales, un sujet spécialement pour les Valentins. Au début du XXe siècle, sur les territoires de l'ancienne République de Pologne, les kilim jouaient d'une popularité particulière en tenant qu'élément d'aménagement intérieur, non seulement comme décor, mais également comme textile retenant la chaleur ou permettant de diviser un espace en zones fonctionnelles distinctes. La tapisserie était donc toujours liée à un lieu concret. Elle l'organisait, mais en retour, l'espace donnait l'influençait l'image et la forme finale du tissu. À ce titre, elle entretenait, à l'instar de la sculpture, un rapport intrinsèque aux relations spatiales. Les compétences en tissage acquises au sein de la famille étaient développées par Maria Waszkiewicz tout au long de sa vie. Dans les années 1920 et 1930, elle a réalisé les tissus caractérisés par une ornementation typique art déco, triangle, losange, trapèze, chevron, motifs cristallins. Ces formes géométrisant dérivées en partie du cubisme, mais trouvaient également leur source dans l'art populaire polonais. Waszkiewicz combinait et entremêlait ses inspirations avec une grande fluidité. L'art populaire, à cette époque où l'État polonais s'est reconstitué, après 123 ans de partage, servait volontiers de point de référence pour l'élaboration d'un soi-disant style national. Pour Waszkiewicz, qui est rentré au pays après la Première Guerre mondiale, tout comme de nombreux Polonais revenant dans une partie redevenue indépendante, cette période fut accompagnée de l'idée d'une patrie renaissante, d'un projet de reconstruction et de création d'une nouvelle Pologne. Les kilim des régions de la Sémigalie, situées aujourd'hui en Lettonie, et de Lituanie, ainsi que l'art des Zakopane, constituaient également une source d'inspiration. L'artiste se rendait fréquemment à Zakopane, la capitale des Tatras, les plus hautes montagnes de Pologne, souvent en compagnie de son fils. À partir de 1926, elle a habité à Sosnowiec, en Silésie, où il a fondé un atelier de kilim dans lequel les tisserands réalisaient les textiles d'après ses propres projets. Ces kilim étaient signés de son nom, de l'atelier bénéficiait d'une clientèle particulièrement vaste. Les kilim qu'elle a produits, même dans les années 1960, s'est distingué par une technique de tissage impeccable, de factures proches de gobelins et par des motifs fréquemment géométriques, structurés selon une composition axiale. Acte 2. La sculpture, sortie du corset de héritage, cherchait sa voie de Munich à Paris. Waszkiewicz est né en 1891 sur le territoire appelé autrefois la Livonie polonaise, correspondant aujourd'hui à une partie de la Lettonie. Elle a entrepris ses premières études artistiques à Riga. À l'âge de 18 ans, elle a commencé l'étude de la sculpture à Munich dans l'atelier de Hans Schwegerle, à une époque où cette discipline était encore largement considérée comme un domaine a priori masculin. On ne dispose d'aucune information sur les raisons qu'elle a poussé à se consacrer à la sculpture, qu'elle a devait jamais abandonner, ni celles qui ont motivé son choix de Munich comme lieu de formation. L'année précédente, en 1908, Schwegerle avait fondé une école de sculpture mixte. Lui-même n'était pas un sculpteur particulièrement remarquable,
et nous ignorons pourquoi Waszkiewicz a décidé d'étudier dans son atelier. À cette époque, pour de nombreux Polonais, les parcours de formation artistique médénémonique à Paris, il convient également de souligner le rôle de son père, vétérinaire de profession, qui a consenti à ce que sa fille entreprenne des études, fait loin d'être évident pour une jeune femme en ce début du XXe siècle. Comme le rappelle les petites filles d'artiste Maria Brodzka-Bestre, il est allé même jusqu'à obtenir l'inscription de ses filles sur les registres de la noblesse afin de leur faciliter l'accès aux études dans l'Empire russe. Et surtout, il a financé le voyage, élément décisif pour la trajectoire de Waszkiewicz. À partir de 1911, Waszkiewicz a vécu à Montparnasse, tout comme de nombreux artistes polonais de cette époque. L'attestation de ses études auprès d'Antoine Bourdelle indique précisément la période entre 1911 et 1914. Ce document, assez rarement délivré par les sculpteurs, était obtenu, comme le suggère la correspondance conservée, grâce à l'intercession de deux artistes, la peintre Olga Boznańska et la sculptrice Jadwiga Bogdanowicz. Cette dernière, elle aussi élève de Bourdelle. Pour Waszkiewicz, cette attestation revêtait une importance considérable. À son retour en Pologne, elle lui a permis d'obtenir un poste d'enseignante dans un lycée artistique, constituant la preuve officielle de sa formation artistique. Des expériences acquises auprès de Bourdelle ont été préservées dans les archives familiales des croquis nus féminins réalisés au crayon sur papier. Comme l'a rappelé l'artiste elle-même, il s'agissait de dessins faits d'après nature, conçus comme exercice pour observer rapidement et transporter sur les papiers. En effet, les modèles changeaient de pose toutes les quelques minutes sur ordre du maître français. Elle se souvenait de cette période aussi, je cite. Pendant des années passées à Paris, j'allais à l'atelier de Bourdelle et c'était vraiment pour moi l'expérience la plus importante. Cet atelier offrait un bon climat pour les Polonais. Bourdelle avait pour nous de la sympathie. Il sculptait alors le monument à Mickiewicz. J'ai absorbé tout ce que je pouvais, mais si avant tout, il fallait gagner sa vie. Bourdelle nous enseignait la spatialité, la dynamique et le rythme de la forme, ainsi que la connaissance des matériaux. Mais en plus de la sculpture, j'avais des cours de dessin. Les rares sculptures conservées témoignent de l'enseignement de Bourdelle et de son influence sur la tectonique de ses œuvres. On y remarque notamment la figure de Saint Christophe au traitement archaïsant et antique de la forme, ainsi que des portraits intégrés au socle, comme dans de nombreuses sculptures du maître français. À Sosnowiec, où elle a habité à partir au milieu des années 1920, elle a réalisé deux figures, un garçon et une fille, qui se tiennent encore aujourd'hui devant une école primaire. Waszkiewicz est également l'auteur de compositions sculpturales dans les cimetières, notamment les cimetières militaires de Kielce, 1930, et celui de la famille de Kraków, près de Dunburg, aujourd'hui Daugavpils, Lettonie. Dans ses œuvres, son approche de la nature est également perceptible. Elle intègre des blocs de pierre, des champs dans ses compositions, mettant en valeur leur forme naturelle et ne modifiant que largement leur volume. Avec les revenus tirés de son atelier de textile, elle a construit à la fin des années 1930 une maison à Varsovie.
C'est là qu'en 1950, elle a fondé l'atelier expérimental de tissage artistique qu'elle a dirigé jusqu'en 1965, date à laquelle l'atelier a obtenu de nouveaux locaux. Dans l'après-guerre, Waszkiewicz s'est éloigné progressivement de la sculpture traditionnelle pour se consacrer à la fusion de ces deux domaines d'expression artistique. Acte 3. Retour aux racines, nature et religion. Dans la Pologne d'après-guerre, l'équilibre et la tapisserie tissée avec soie étaient progressivement remplacés par les tissus des jacquards. Jacquardes. Oui, jacquard. Cette évolution était directement liée aux besoins d'aménagement des bâtiments publics à cette époque, en lien avec la popularité du textile. Un phénomène important dans les domaines du textile décoratif était la nécessité d'équiper les intérieurs des édifices publics en reconstruction après la guerre avec les tissus en jacquard, revenants, muraux et tentures. Les murs des salles, des conférences, des musées, des cinémas, des théâtres étaient recouverts de jacquards, faisant référence aux revêtements muraux classiques. Le médium de jacquard qui a envahi tous les secteurs dans les années 1950 a été exploité par les artistes peintres jusqu'à là non impliqués dans l'art appliqué, ainsi que par les sculpteurs travaillant également les textiles. Pour l'aménagement d'expositions consacrées à Adam Mickiewicz, utilisant la tête des poètes sauvés de monuments détruits, ces auteurs étaient récompensés par la section muséologique de l'UNESCO. Dans ces projets, les textiles structuraient l'espace autour de la sculpture. D'I-même, Magdalena Abakanowicz réalisait des projets pour les événements particuliers, tels les courses cyclistes, courses de la paix, mais également les tissus décoratifs peints sur les cotons et soie. Lorsqu'une exposition individuelle de ces textiles peints a eu lieu à une galerie à Varsovie, Garda Garda, elle a été commentée par une critique d'art. Je cite, « On peut donc se demander comment on les considérait, comment on les regardait, comme un accomplissement pratique du textile peint dans son sens utilitaire ou bien comme de la peinture abstraite, simplement exprimée dans une technique particulière. » La question fondamentale qui se pose est donc la suivante. La technique peut être déterminer la réception et la définition d'une œuvre. À partir des milieux des années 1950, on assiste à un grand développement de différentes formes et styles de tissage. Le textile commence alors à chercher sa place dans le monde de l'art moderne et de l'expérimentation. Des tissus étaient créés pour les intérieurs de restaurants, d'hôtels, d'écoles, d'autres bâtiments. Le rideau de Magdalena Abakanowicz est visible sur une photographie d'intérieur lors de l'exposition du Salon de l'architecture intérieure à Cracovie en 1958. Waszkiewicz a été l'une des premières à créer des textiles tridimensionnels combinant les éléments sculpturaux avec les tissages. Elle a réalisé des textiles spatiaux prenant la forme de silhouettes humaines intégrant des éléments sculpturaux représentant le plus souvent les mains ou la tête. Les mains grossièrement sculptées suggèrent un geste de prière. Parfois, il s'agissait des silhouettes des oiseaux en plein vol. Dans cette période, elle tissait le plus souvent seule, cherchant à mettre en valeur la qualité naturelle des fibres. Elle utilisait principalement le lin, le sisal, le coton, le raffia ou la laine, en laissant leur couleur naturelle et en les teintant légèrement.
Son intention n'était pas d'obtenir une surface lisse, mais de créer une texture variée et contrastée, l'instar de ce qu'on observe dans la sculpture sur pierre. Cette pensée technique constitue les points de départ de chaque composition textile. Avant le tissage, Waszkiewicz réalise souvent des croquis dessinés où les lignes s'imposent au premier plan, comme dans un projet sculptural. La sortie des plans s'est faite par la perspective, par un relief sculptural. Les thèmes qu'elle abordait alors dans ses œuvres touchaient aux valeurs, à la religion et posaient des questions sur la foi et l'humanisme. Elle avait vécu la Première Guerre mondiale en France et la Seconde en Pologne. Après cette dernière, elle a dû se repositionner en tant qu'artiste dans la Pologne communiste et participer à la redéfinition de l'art et de l'homme. Pour une personne d'origine noble et issue de la région orientale de la Pologne, ce parcours certainement n'était pas simple. Et il était toujours près de la nature. À l'atelier expérimental de tissage artistique, elle jouait un rôle important, non seulement en tant que responsable, mais aussi en raison de son âge et son expérience. Comme l'écrit l'une des critiques d'art, elle est devenue, je cite, dans son atelier plein de métiers à tisser, un véritable refuge informel pour les jeunes tisserandes de Varsovie, et dont chacun qui s'est lancé dans le travail et s'intéressait au fil de la trame. Grâce à sa bienveillance, elle transmettait son savoir, instruisait et aidait dans le travail, tel que beaucoup s'en souviennent, y compris Magdalena Abakanowicz. C'est grâce au soutien de Maria Waszkiewicz qu'Abakanowicz a fait ses débuts à la première biennale internationale de la tapisserie en 1962 à Lausanne. Waszkiewicz lui a donné le plus grand métier à tisser de l'atelier, large de 2 mètres. Pour éviter de combiner plusieurs parties et respecter la surface réglementée de 12 mètres carrés, Abakanowicz a réalisé la composition de formes blanches longue de 6 mètres. Waszkiewicz exposait alors en dehors de l'exposition officielle. Dans les années suivantes, elle a participé au 12e, 3e, 4e et 5e Biennale internationale de la tapisserie de Lausanne. En 1967, elle a présenté l'objet tissu Zoja Ob. Sa composition asymétrique et turbulente s'accompagnait d'une représentation variée de l'espace. L'artiste a obtenu une profondeur des plans sur la surface grâce à un ajustement judicieux des harmonies colorées. La surface différenciée résultait également la technique employée et de l'épaisseur de la laine. Lors de la 5e biennale en 1970, la dernière à laquelle a participé Waszkiewicz à l'âge de presque 80 ans, elle a exposé la composition Solitude. La solitude était personnifiée et évoquait un pèlerin dans un vêtement épais et rustique, initiant une nouvelle figuration dans les textiles. Conclusion. La formation en sculpture, l'étude à Munich, puis dans l'atelier d'Antoine Bourdelle à l'Académie de la Grande Chaumière, combine à sa pratique des textiles l'équilibre qu'il avait hérité de la tradition familiale, a donné le lieu dans les années 1960 et 1970 à des compositions très originales dans lesquelles Maria Waszkiewicz a fusionné des disciplines artistiques très originales, dans laquelle Waszkiewicz a fusionné des disciplines artistiques en une seule œuvre, le textile et la sculpture.
Elle cherchait de nouvelles voies d'expression. Il semble que son influence sur la perception de l'espace, de la sculpture, des textiles et sur le détachement de ces dernières de sa fonction utilitaire a eu un impact considérable sur Magdalena Abakanowicz et mérite d'être souligné. Sans doute aussi le partage d'expériences de vie, leur origine noble et leur grande indépendance liée ceux de femmes fortes, non seulement sur le plan artistique, mais également personnel. Abakanowicz se souvenait d'elle avec beaucoup de respect et de la gratitude. L'attitude de Maria Waszkiewicz envers les jeunes artistes porte le signe d'une grande sororité. L'atelier qu'elle a créé dans sa propre maison était un lieu exceptionnel, un lieu d'expérimentation et de développement, réunissant des artistes pour lesquels le textile constituait le médium principal de leur expression artistique. Comme l'écrivait brillante chercheuse polonaise, la professeure Ilona Huml, je cite, « Le principe d'une création libre, sans aucune contrainte, libérée des programmes et d'exigences économiques et de production, ont posé la base d'une existence durable et ont permis l'émergence de nombreuses individualités. » Je vous remercie pour votre attention.